Vous avez pas marre de ces gauchos qui sont en train de manifester, qui sont en train de bloquer, qui sont en train de faire grève, les amis? Là, j'étais en train de regarder Twitter et je vois qu'en France, vous avez encore des problèmes la SNCF qui encore fait grève, hein. Donc tout ça, c'est lié au fait que c'est une boîte de... En fait, la SNCF, c'est une boîte qui est soi-disant à moitié privée, mais en réalité, c'est une boîte publique avec des acquis sociaux considérables. Et voilà, c'est le fonctionnement à la française, il ne faut pas être méchant avec les employés parce que les patrons sont méchants. Tout ça vient de là, en fait. Donc comme les patrons sont méchants, il faut que les employés aient des syndicats ultra puissants. Et pour que les employés aient des syndicats ultra puissants, ben, la résultante de tout ça, évidemment, ça devient des compagnies comme ça où le personnel, en fait, est complètement intouchable. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, y compris paralyser le pays. Vous ne pouvez rien y faire. Sachez que ces gens sont financés avec vos impôts, donc tous les mois on prend de la thune de votre compte bancaire pour leur donner à eux, et qu'est-ce qu'ils en font? Ben, ils s'en servent pour rien branler. Il y a aussi eu, là je vois des manifestations pour le 1er mai. Alors, vous savez quoi, vous allez m'insulter, mais en fait le 1er mai, je ne sais même pas pourquoi c'est férié, c'est la fête du travail, soi-disant. Je suis presque certain qu'à la base, ça vient d'un truc d'extrême gauche, d'un truc révolutionnaire, d'un truc violent, mais qu'on a rebrandé ça. Si je me trompe pas, on a rebrandé ça en fête du travail, mais à l'époque, c'était autre chose. Ou bien c'est un truc ultra violent qui a été fait par les révolutionnaires qui a été rebrandé, ou bien c'est un truc chrétien qui a été rebrandé pour donner un côté plus laïque. Je sais pas, mais je me rappelle que j'avais lu sur ce machin-là et que c'était pas exactement ce qu'on nous faisait croire. Mais là, maintenant, on a les manifestations palestiniennes pour pour le 1er mai en France. Ça, c'est quand même cocasse, les amis. Alors, non pas que je sois... Là, je veux me faire des ennemis dans cette vidéo. Ah, faut pas que j'en parle. Non pas que je sois pro-Israël, tu vois. Non pas que je sois pro-Israël, tu vois. Mais en fait, le problème en France, c'est que les manifs pro-palestiniennes, en fait, ça n'a rien à voir avec la Palestine. C'est juste des manifs d'extrême gauche anti-française. C'est pas compliqué. En France, si tu vois une manif avec 45 drapeaux palestiniens, tu peux être sûr que ça va être anti-français. Tu peux être sûr que ça va casser, ça va briser. Et c'est ce qu'on appelle comment ils appellent ça, du dog whistle en fait. Dog whistle, ça veut dire que ça envoie un signal, ça renseigne l'audience sur comment dirais-je, le camp politique qui est derrière ça. Fondamentalement, ça n'a rien à voir avec la Palestine. Mais voilà, et vas-y que je te mets des drapeaux de Che Guevara. Là, je vois les drapeaux de Che Guevara. Donc, je sais pas comment dire ça sur YouTube sans me faire griller, mais il faut savoir que Che Guevara, en fait, c'était un mec qui faisait... Renseignez-vous, Che Guevara faisait fusiller les métis et les homosexuels parce qu'il disait que c'était des bons à rien, qui n'étaient pas bons pour faire la révolution. Je sais pas, c'était un mec de gauche, oui, mais pas le genre de mec de gauche que vous imaginez. Tu vois, c'était pas le genre de mec qui... Alors, pour le coup, il fumait des cigares. Mais par contre, il fumait pas de joint et il traînait pas avec des mecs en Sarwell, tu vois. Donc voilà, le 1er mai en France, vous avez blocage dans les transports en commun. Bon, alors ça c'est encore un autre sujet parce que les gauchos sont ultra pro transports en commun. Je vous ai déjà dit que je ne supporte pas les transports en commun, je ne supporte pas tout ce qui est collectivité, tout ce qui est groupe, tout ce qui est mis en commun, hein, parce que ça part nécessairement en couille. Donc, ça part en couille pour toute une série de raisons. Par exemple, si c'est en commun, comme c'est public, c'est l'État qui décide, donc c'est pas privé. Donc par exemple, on pourrait décider de vous dire que si vous n'avez pas un passeport vert, et ben vous pouvez pas prendre les transports en commun et hop, vous pouvez plus bouger. Ça peut arriver très vite, hein. Mais aussi, de manière plus concrète, transport en commun, c'est souvent, ça veut dire puanteur, ça veut dire fréquenter les populations qui sont dangereuses, ça veut dire, voilà, moi je suis pro-voiture, pro-SUV, hein, si vous avez du fric, les amis, ne laissez personne vous culpabiliser, achetez les BM, achetez les Porsche, achetez les véhicules qui consomment, les amis, qui font du bruit, qui font du bruit, là, quand on allume le moteur, ça fait brrrr, tu vois, et après on appuie sur la pédale et on se met bien, on fait des virées. Ne laissez personne vous culpabiliser, mettez le chauffage à fond pendant l'hiver et la clim à fond pendant l'été. Mais bref, c'est une aparté, donc vous comprenez pourquoi je suis pro-véhicule individuel. Donc là, les transports en commun, la SNCF, enfin la SNCF c'est pas exactement les transports en commun, mais bref, c'est les trains, les machins. Faut savoir qu'en France c'est pareil, hein, c'est la SNCF qui a pas bloqué Blablacar, mais qui a fait beaucoup de lobbying pour mettre des bâtons dans les roues de Blablacar. C'est aussi une boîte qui est complètement subventionnée par l'État, donc impossible d'avoir des concurrents. Et comme il n'y a pas de concurrents, eh ben, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est génial, hein. Quand il y a une boîte comme ça où il n'y a pas de concurrents et en même temps il y a un syndicat hyper fort, mais en fait, ils sont tout puissants. Et le mieux, c'est qu'ils sont financés avec votre blé. Comme ça, si vous voulez les boycotter, vous ne pouvez pas. Donc, tu vois, c'est ça aussi qui m'a fait quitter ce pays, quoi. Tu vois, moi, je me rappelle quand j'étais en première année de médecine en France, il y avait eu une Xème grève. Voilà, il y avait eu une Xème grève.
de la SNCF et voilà, je me rappelle un pote à moi qui me disait bah ce serait marrant si les gens qui sont médecins, qui sont infirmiers, etc. eux ils décidaient de faire une grève ne serait-ce que 24 heures, bah il y aurait une hécatombe, tu vois. Ceux qui font des métiers réellement importants ne peuvent pas se permettre de faire grève. Par contre, il y a des gens qui font des métiers qui sont importants, mais c'est pas non plus des questions de vie ou de mort, comme du coup la SNCF, donc ils peuvent bien faire chier les gens, mais sans nécessairement qu'il y ait non plus des vies qui soient mises en danger. Et donc voilà. Donc là, je vois des vidéos de CRS qui sont en train de passer à tabac des gauchistes. Donc ça, c'est toujours un plaisir, hein. Alors autant je supporte pas quand les CRS font du mal aux gilets jaunes, font du mal aux gens qui sont des gens bien et qui, pour le coup, les gilets jaunes, je pense que c'était quand même justifié. Mais autant quand tu vois des drapeaux antifa, tu vois des drapeaux palestiniens. Encore une fois, je suis pas anti-palestinien, par contre, je suis anti-racaille. Et en France, très souvent, drapeau paloche égale racaille. Donc, quand je vois des manifs avec du Che Guevara, avec de la CGT, Antifa, palestinien, et que je vois les CRS taper dans tout ça, c'est toujours un plaisir. Mais bon, ils sont toujours très doux quand même avec l'extrême gauche, hein, tu vois, c'est des petits coups de bouclier par-ci par-là. Avec les gilets jaunes, c'était quand même un petit peu plus hardcore. Enfin bref, voilà, c'est la France. C'est la gauche qui casse tout et on peut rien leur faire parce que sinon ça fait de nous des fachos. Donc ben voilà, et vas-y que la voilée elle est en train de gueuler dans un micro. Là il y a une affiche, c'est écrit raciste. Donc c'est écrit en gros, il y a plein de gens devant, je peux pas lire ce qu'il y a écrit d'autre, mais je veux que c'est juste écrit raciste. Donc c'est ça le climat en fait qu'il y a en France. Tu vois, c'est ça aussi à un moment donné t'en as marre, quoi. Et vous savez que Paris est en train de... Moi, quand je me suis barré en fait de France, je savais que c'était déjà comme ça, mais au niveau international, les gens pensaient encore que Paris, tu vois, c'était ville de l'amour, machin, etc. Maintenant, la réputation de Paris commence à être sacrément endommagée à l'international. Alors, il y a des quartiers qui sont toujours agréables, hein, quand vous allez dans ce qu'on appelle le Triangle d'Or. C'est toujours agréable, vous booker un bel hôtel, vous allez au Bristol, 3 000 € la nuit. Derrière, vous prenez un VTC pour aller à Disney avec le pass VIP, en famille. Évidemment, là, c'est agréable pour une semaine, tu vois. Mais le reste du temps, si on y travaille, si en plus on n'a pas des moyens colossaux pour vivre dans des beaux quartiers, je veux dire, c'est invivable comme ville, en fait. Alors là, il y a un mec en tenue de cuir qui dit marche au rêve et il a le drapeau LFI, enfin le symbole la France insoumise là. Il a une tenue de cuir, hein, il a un masque de cuir, donc c'est quelqu'un qui est un peu LGBT à mon avis. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus les gars, tu vois, je sais pas quoi vous dire de plus. Tu vois, avant en France à l'époque on avait des processions. Tu vois, c'est pas si vous savez ce que c'est une procession. Alors il y avait des enfants de chœur qui marchaient avec des croix, avec des trucs magnifiques en or et tout, comment on appelle ça? Le truc en or où ils mettent l'hostie là, putain je devrais le savoir pourtant, mais j'ai oublié. Enfin des trucs superbes avec des Jésus, des trucs comme ça, des belles tenues, et on défilait comme ça pour les fêtes religieuses, c'était très calme. C'était la France d'avant, tu vois. Maintenant, on a des manifs gauchos LGBT palestiniens avec des CRS, etc. Que des mecs qui sont évidemment en Sarwell, avec les t-shirts trop grands, les barbes mal rasées, les tatouages, la canette de 8-6. On a tout ça. et voilà où on en est, tu vois. Et voilà où on en est. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi les gars que moi je vous parle d'expatriation. Après voilà, hein, expatriation ça veut pas dire que vous êtes obligé de divorcer de la France, vous pouvez partir et revenir. En fait, derrière l'expatriation, il y a quoi, les amis? Il y a cette liberté en termes de géographie. Parce que pour pouvoir être libre de vous expatrier, bon, vous pouvez, hein, effectivement, si vous avez des compétences particulières ou des capitaux, aller monter en bise à l'étranger. Ce qui peut vous permettre aussi, d'ailleurs, si vous montez en bise à l'étranger, de revenir en France pour les vacances. Mais généralement, la question de l'expatriation, ça va être comment, fondamentalement, je fais pour me libérer du train de vie classique à la française, à savoir, voilà, métro, boulot, dodo, j'ai mon patron, j'ai mon CDI, je suis bloqué, comment je me débloque en fait? C'est ça la vraie question en fait. Et quand vous serez débloqué, vous pourrez vous expatrier, mais vous pouvez aussi avoir une liberté géographique, à savoir peut-être vous expatrier pour quelques années, ou peut-être pour quelques mois, ou simplement prendre, voilà, aller dans des pays où vous allez pouvoir rester juste 3 mois, tu vois, après aller dans un autre pays, revenir en France, aller dans des coins de France où c'est plus tranquille. Alors on l'a déjà dit, effectivement, malheureusement, les coins de France où c'est plus tranquille, c'est des coins reculés, donc niveau opportunité, niveau boulot, niveau femme, c'est dead. Mais pour quelqu'un qui a cette liberté géographique et financière, ben vous êtes libre justement d'aller dans un pays plus intéressant pour faire des rencontres. Faire une rencontre, effectivement, où vous allez pouvoir trouver une épouse, et puis derrière l'emmener, pourquoi pas, pendant quelques mois ou quelques années, à la campagne, en France, pour passer un peu du bon temps. Si vous avez des enfants en bas âge, ça peut être idéal également. Bon, après, moi, ce que je reprocherais à la France aussi, c'est ce côté anti-école à la maison. Donc, même si vous êtes à la campagne, vous devez mettre vos enfants à l'éducation nationale où on va leur bourrer le cerveau. Ça, c'est une autre problématique. Mais enfin, vous voyez, il y a quand même, à partir du moment où vous allez commencer à avoir un business en ligne ou hors ligne, vous avez quand même beaucoup plus d'options.
Et surtout quand vous allez casser la barrière psychologique de l'expatriation, à savoir que vous avez vécu plusieurs mois, voire plusieurs années à l'étranger, vous allez commencer à avoir un mindset en fait international. Vous voyez, un mindset où vous voyez les pays comme des hôtels. Comme des prestataires de services, comme dit Kublai. Voilà, tu vois, c'est ça en fait, c'est ce mindset-là, ce mindset de prendre de la hauteur, tu vois. Tiens, t'as déjà joué à un jeu de stratégie où t'as la carte du monde, tu vois, et tu cliques et tu vois, tu déploies tes troupes et tout, ben c'est un peu ça, tu vois. C'est le monde un peu est ton terrain de jeu. Et après les questions que tu vas te poser des questions en termes de est-ce que ce pays est business friendly, est-ce que ce pays est visa friendly, est-ce que ce pays est après voilà, ça c'est encore une chance. Vous avez le passeport français, c'est un des passeports les plus puissants au monde. Hein. Ne vous débarrassez pas de votre passeport français, les amis. Enfin voilà, donc pour ceux d'entre vous justement qui voulaient poser les bases de votre liberté, ou bien pour vous expatrier, ou bien pour être libre d'aller à l'étranger, de revenir, d'aller dans des coins plus intéressants en France, ne pas être bloqué dans les grandes villes où 99% des jobs se trouvent, ou malheureusement 99% des jobs bien payés se trouvent aussi, parce que la grande majorité des gens qui sont très bien payés en France, les amis, très bien payés avec des guillemets, pour moi 5 000 € par mois, compte tenu du niveau d'expertise qu'on a en France, c'est pas assez, on devrait avoir des salaires à la Suisse, on devrait avoir des salaires à l'allemande, on devrait avoir des salaires à l'américaine. La France, c'est pas un pays du tiers-monde, c'est pas normal qu'on ait des salaires qui soient aussi bas compte tenu de notre histoire, de notre position dans le monde et du niveau d'expertise qu'on est capable de générer. Mais bon, voilà, les mecs qui sont payés 5 000 par mois autour de ces sommes-là, ils sont presque tous bloqués, les amis, à la Défense, à Paris ou dans des grandes villes, ou alors ils ont des jobs où il faut voyager beaucoup, etc. Donc à partir du moment où vous voulez être libre, vous voulez dans des coins plus tranquilles, malheureusement, c'est des opportunités qui payent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc comment pouvoir gamer le système et avoir les bons salaires, ou surtout les bons revenus, parce que quand on est entrepreneur, on ne pense plus vraiment en termes de salaire, tout en étant libre, ou bien de voyager, ou bien de vous poser dans des coins stylés en France, ou bien d'essayer des coins stylés en France, que même si ça fait longtemps que vous êtes en France, vraiment vous n'avez pas tout essayé. Comme j'ai déjà dit, il y a des campagnes, par exemple, moi j'ai des témoignages de gens qui ont vécu à la campagne, ils m'ont dit que c'était catastrophique, les gens sont super fermés d'esprit, mais aussi des gens qui sont dans des coins où en fait ils se plaisent et ils nous disent non, non, au contraire ça va bien, etc. Donc comment savoir, il faut essayer, mais comment essayer, il faut être libre. Et comment être libre? En montant un business, les amis. Donc moi, si vous voulez monter un business, vous avez des ressources gratuites en description, j'en ai déjà parlé. Allez jeter un coup d'œil, je vous parle d'Airbnb. Airbnb, c'est pour les gens qui veulent avoir un truc sûr où ça tombe tout de suite, en fait, tu vois. Mais c'est vrai qu'il va falloir travailler. Si vous êtes déjà overbooké, vous n'avez déjà pas beaucoup de temps, c'est pas forcément ce qu'il y a de le plus adapté, mais si vous avez la capacité de travailler et que vous voulez des résultats rapides et sûrs, Airbnb, c'est parfait pour vous. Il n'y a aucun risque de perte de temps. Les capitaux de départ sont vraiment ultra minimes. Et encore une fois, on n'a pas besoin des propriétaires, on n'a pas besoin de faire un prêt. Et enfin bref, vous pouvez tout checker en description. Vous avez une méthode gratuite où je vous explique les bases de l'arbitrage Airbnb. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent que je leur tienne par la main, vous avez évidemment la formation payante. Sinon, pour ceux d'entre vous qui voulaient vous lancer en ligne, qui voulaient créer du contenu sans avoir le temps, sans avoir de fric, ou bien parce que vous n'avez pas de fric, ou bien parce que vous en avez, mais que vous ne voulez pas balancer 10, 15, 20 000 € en pub, ou en risque, pour tenter ce truc-là. Donc vous dites, moi je ne veux pas mettre de fric, moi j'ai pas le temps, je suis déjà overbooké, moi je ne sais pas de quoi parler. C'est idéal pour vous la méthode cash, c'est exactement ce qu'il vous faut. 10 minutes par jour, les amis, ça suffit pour lancer un business en ligne. Je vous donne les grandes bases dans la méthode cash, c'est ASH, c'est gratuit, c'est en description. Allez jeter un coup d'œil. Et si vous avez des questions vous voulez vous lancer, vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai gratuitement. Et si vous voulez évidemment booker une session avec moi où on va pendant 1 heure étudier votre profil et construire une stratégie pour vous, pour votre business, eh bien, vous pouvez effectivement réserver un coaching. C'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Donc, ne laissez pas cette ambiance extrême gauche, manif, les patrons, etc. vous bouffer le cerveau. Il y a des solutions, il y a des opportunités. Ça ne se fait pas en 2 semaines. Encore qu'avec Airbnb, ça va commencer à être rentable en 30 jours. Après, en 30 jours, à moins que vous ayez mis beaucoup d'argent, en 30 jours, vous aurez simplement un appartement sur le marché qui sera rentable, qui vous rapportera un complément de revenu. Mais il va falloir après en mettre plusieurs pour pouvoir réellement en vivre. Je ne vais pas vous le cacher. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, on se retrouve demain pour un Business sans perte digital. Ciao les amis.